Il est 10 heures à Dumessi, 10 heures à Mbaman, 10 heures au quartier Misson, 10 heures bien sûr à Nkonda, 10 heures également à Bingon. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Espace Miné sur Info TV. Espace Miné, c'est le temps de passer au pain fin un certain nombre d'articulations, notamment la revue de la presse, mais aussi la dénonciation du jour. Avec Espace Miné, c'est aussi la thématique centrale. Qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet ce matin? Nous allons inévitablement parler du don de sang. Nous parlons d'une équation quasi difficile. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce phénomène quand on sait qu'à ce niveau-là, on parle de la santé, mais aussi surtout des vies humaines qui doivent être sauvées à travers le don de sang. Mesdames et messieurs, nous allons parler de cela au cours de cette émission avec naturellement des hommes avertis en la matière. Nous avons, comme d'habitude, nos consultants, nous avons nos juristes, mais nous faisons également appel à la main experte. Et c'est cette raison-là qui nous poussera à vous présenter notre panel, commençant naturellement par celui qui a toujours, tous les matins, donné la dénonciation du jour, mais aussi nous faire savoir ce que nous devons avoir comme comportement découlant d'une journée célébrée. Si c'est le cas aujourd'hui, nous le serons quand nous introduisons à cet instant précis notre très cher Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour Monsieur Ifan Bonheur, bonjour aux copanélistes, co-discutants, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin pour ce programme qui est devenu un programme culte. Alors je ne vais pas déroger à la règle. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de juin et nous célébrons la journée mondiale de la sensibilisation contre les violences sur les personnes âgées. Donc, on s'est rendu compte que, à mesure que le temps passe, des violences sont exercées sur les personnes d'un certain âge. Violences parfois physiques, quoique rares, mais surtout psychologiques. Ouais. Parfois l'abandon, parfois les mauvais traitements indirects. Donc, il a été pensé qu'il fallait réfléchir dessus pour que tout le monde comprenne qu'un jour, pour ceux qui vivront longtemps, on sera de vieilles personnes aussi, on n'aimerait forcément pas être maltraité ou moins bien traité. Donc que les grands-parents nous excusent parfois nos manquements, même si j'en fais pas partie, parce que moi je suis très respectueux par essence de tout et de tous les autres. Vous ne traitez pas vos grands-parents de sorciers, parce que c'est souvent ça le cas au village, de personnes âgées et d'office sorcières. Bon, même si ça peut choquer, moi-même, je vis un peu dans la sorcellerie, entre guillemets, hein. C'est pas pour dire que je suis sorcier, je vis un peu dedans. C'est interdit, c'est mauvais de dire qu'on est sorcier. Dans la conception populaire, oui, mais en fait, le sorcier est celui qui peut jeter des sorts ou conjurer des sorts. Donc, une fois qu'on conjure, on est dans le positif. Quand on jette, c'est le négatif. Mais la nature est ainsi réglée. Donc, moi, avec mes travaux particuliers, forcément, je te touche à la magie tous les jours. J'ai pas de problème avec ça. Mais concernant mes grands-parents, j'ai eu, je vais dire, la malchance de ne pas tous les connaître. J'ai quand même connu mon grand-père maternel et ma grand-mère paternelle, Mbombo Naomi, donc avec qui j'ai de très bons rapports et qui est décédée malheureusement en 2013. Donc je pense qu'on devrait respecter les personnes âgées, leur faire de la place, profiter de leur sagesse, de leur expérience, afin de nous préparer pour les échéances à venir. Merci infiniment pour votre présence ce matin avec vous. Nous commençons à analyser cette triste actualité qui vient de nous parvenir annonçant le décès dessus d'un accident de circulation de Cabrel Nandip. C'est un artiste humoriste que tous les Camerounais, même africains, connaissent, mais malheureusement qui vient de nous précéder. Analyser, je ne peux pas, je ne le ferai pas. Parce que c'est encore très tôt, on ne connaît même pas encore profondément les circonstances de la mort, ce qui s'est passé en substance. Ce serait vraiment prétentieux de voir analyser une situation aussi tragique. Alors, vous voulez quoi coller juste un commentaire? Oui, juste vraiment être désolé pour sa famille, pour ses amis, pour ceux qui l'ont aimé. Je pense qu'il a donné de la joie à beaucoup de personnes, il a fait rire plein d'autres personnes. Toutes ces personnes sont forcément meurtries. C'est une partie d'elles qui s'en va avec l'humoriste. Donc forcément, on compatit à la douleur de ses proches. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Peut-être on pourra revenir quand on aura d'autres éléments pour en parler. Donc vraiment, c'est toutes mes condoléances à ses proches, à sa famille et au Cameroun tout entier. Ok. Merci déjà pour cette lecture et cette présentation de condoléances à la famille. Nous accueillons à l'instant le consultant permanent de ce programme, Blériot Niemek, la sagesse à la dimension absolue. Bonjour Blériot. Bonjour Jean-Bruno Ifangono, bonjour à votre impressionnant panel ce matin, bonjour à nos millions de téléspectateurs.
Ce matin encore, c'est avec une citation. La citation du jour, la voici. Il y a des êtres de patience et il y a des êtres de l'immédiateté. Il y a des êtres de patience et il y a des êtres de l'immédiateté. Il y a des êtres de patience et il y a des êtres de l'immédiateté. C'est-à-dire? Il y a des gens qui veulent tout maintenant. Oui. Il y en a qui savent attendre. Ah. Clair. Nous sommes conçus comme ça. Il y en a qui veulent tout ou veulent les choses immédiatement. Et ce que les enfants appellent vulgairement le la. Et il y a des êtres qui ont développé ce que mes frères Sawa appellent le Welisane. Welisane, la patience, l'endurance. D'accord. C'est le nom de ma sœur. Hein. Welisane, la patience. D'accord. On va saluer toutes les Walisane de ce matin. Maintenant, si vous permettez que je puisse dire quelque chose sur... Oui, avec la tragédie. Oui, déjà avant celle de l'humoriste, j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées au professeur Claude Abbé, qui enterre ce week-end son fils, qui était étudiant en 2e année. C'est une douleur que je connais, celle de la perte d'un fils. Elle est incommensurable, elle est indescriptible. Je veux qu'il reçoive ici toute l'affection et tout le soutien des hommes de médias et du Cameroun tout entier qui pleurent avec lui la perte de cet enfant. Ah oui. Qu'il trouve dans la force du Seigneur l'énergie nécessaire pour être consolé. Quand j'ai dit cela... Je vous en prie, parce que là, c'est très fort. Je suis resté jusqu'à présent sans savoir comment ça s'appelle. Un parent qui perd un enfant. Parce que le qualificatif d'un enfant qui perd son parent, c'est l'orphelin. Quand le parent perd l'enfant, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de mot pour indiquer cela. Ça n'a pas été conçu comme ça. Ouais. Vous voyez que la douleur est tellement indicible que même le vocabulaire des humains n'a pas prévu quelque chose pour désigner ce genre. Alors, à côté de ça, un autre malheur vient de frapper le monde du showbiz, le Cameroun en particulier, l'Afrique en général. C'est le décès de l'artiste humoriste Cabrel Nandip. Des suites d'accidents quand on voit les premières images. C'est un décès triste parce qu'il s'en va à la fleur de l'âge. On a beau voir un costaud monsieur, c'était encore un jeune homme. C'est regrettable que nous subissions sur nos routes ce genre de catastrophe. Nous en dirons plus dans les jours qui viennent, mais pour le moment, nous sommes très attristés pour sa famille nucléaire, pour la famille artistique, mais également pour le peuple camerounais qui perd un valeureux garçon. Il s'avère que l'accident a un lien avec un camion sur la route. Oui, les images, comme le disait M. Basson, on ne peut pas encore, parce que nous devons garder une certaine prudence, nous ne pouvons pas encore décrire les circonstances précises de cet accident, mais nous voyons un camion, nous voyons que sa voiture a quitté la chaussée. Nous avons même des vidéos où les gens le portent de sa voiture pour l'amener hors de celle-ci, ainsi de suite. Tout cela est triste, mais bon, n'est-ce pas la fin de tout homme, la mort? Bien, nous allons continuer avec la présentation de ceux qui partagent le moment avec nous dans le cadre de cette émission Espace Miné. Lui, c'est un biologiste clinicien, il est enseignant de biologie, justement médical immuno-hématologue. Il prend le temps pour venir parler avec nous de ce que nous avons présenté comme thématique centrale ce matin. Il s'agit naturellement de Ghislain Raphaël Niemek. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno et Fangono, bonjour aux différents copanélistes, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Merci de m'inviter sur votre plateau pour parler du don de sang. C'est une nécessité vitale pour tous les Camerounais, pour tous les Africains et pour tous les humains. Nous parlons là tout à l'heure, les autres copanélistes parlent des décès. Celui qui retient mon attention est certainement celui de suite d'un accident. Si certainement il n'était pas encore mort, ou alors s'il n'est pas encore mort, voilà un cas qu'un don de sang peut sauver.
Donc, je pense, en le temps de vérifier dans les fichiers des donneurs, que certainement Cabrel Nandip faisait partie des donneurs de sang. Et ce serait vraiment une grosse perte pour cette activité qui a beaucoup de difficultés à s'inscrire dans les mentalités des Camerounais. Et bien évidemment, s'il n'est pas encore mort, c'est le choix que nous avons, j'espère qu'un don de sang puisse lui sauver la vie. C'est tout notre souhait là-bas. Et maintenant, mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous allons faire? Juste marquer une courte pause pour accueillir Monsieur Presse de tous les matins. À tout à l'heure. Eh bien, Théophile Vianebia, bonjour. Merci, bonjour à vous Jean-Bruno et Fangono, JBE, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. C'est vrai que la journée commence assez difficile avec cette nouvelle qui nous frappe encore. Le monde du showbiz qui est durement frappé en ce moment. Je suis sans voix, parce que Cabrel Nandip, je le fréquentais beaucoup. Vous savez que je suis fortement impliqué dans le monde du showbiz et il faut avouer que c'est très difficile. C'est lourd. C'est très lourd et nous espérons véritablement que le Seigneur va nous donner des forces afin qu'on puisse tenir le coup. Bien. Qu'est-ce que disent les unes aujourd'hui? Que disent les unes ce matin? Voilà, les journaux qui sont disponibles en kiosque parlent politique, parlent sport et parlent également éducation. Mais nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mbang qui nous amène du côté de la fonction publique et qui parle donc de ces concours lancés à la fonction publique camerounaise. On parle de 2685 places à pourvoir pour 2023. 48 arrêtés portant ouverture de concours directs de formation professionnelle et tests de sélection dans divers corps des fonctionnaires et agents de l'État ont été signés ce 12 juin à Yaoundé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. L'essentiel de ces arrêtés, à lire donc en page 3 du journal Info Matin de Dieudonné Mbang qui est disponible en kiosque. Le jour d'Aman Mana qui est en kiosque également parle de cette autre actualité et s'intéresse ce matin à Fabien Tsafak, déjà 41 ans de prison pour le recel d'un transistor. Le plus vieux détenu de la prison de Chang a écrit au président de la République, Paul Biya, pour plaider la grâce. Le journal en parle en page 4 et revient donc sur cette actualité. Allons du côté Douala Koto, des hommes en treillis molestent les populations. Le journal en parle en pied de une. L'intégralité de l'actualité est présentée en page 3 du journal Le Jour. Le Popoli consacre sa grande une à cette actualité. Le journal Le Popoli titre ce matin Koto Douala quand des gendarmes imitent les microbes. Le journal revient donc sur ce qui s'est passé du côté de Douala et on en parle ce matin en grande une du journal satirique Le Popoli qui est en kiosque. Y a-t-il un SDF sans le chairman? Ce journal s'interroge au bas de une. Le Messager revient sur le décès du chairman ce matin en grande une. 1941-2023. Power to the chairman, s'exclame le journal Le Messager qui présente donc ce matin de la page 3 à la page 6, la trajectoire, l'hommage et les témoignages en guise d'adieu à un opposant historique que le Cameroun tout entier pleure. La nouvelle expression revient également avec ces réactions qui se multiplient après le décès de Nidjon Frunzi. Des membres du G27 récemment exclus du Social Democratic Front confient ce qu'ils pensent de leur ancien président et de ses 33 ans à la tête du parti. Ces réactions sont à lire de la page 6 à la page 7 du journal La Nouvelle Expression qui en grande une s'intéresse à cette autre affaire d'Ampulo. MTN dénonce un braquage judiciaire. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression qui présente cette actualité en grande une. Au bas une du journal Le Point, c'est hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale. On revient sur le décès de Nidjon Frunzi. La fin, c'est la une qui est présentée ce matin au journal Le Point Bihebdo qui revient donc sur le parcours de Nidjon Frunzi de la page 3 à la page 4 ainsi que les réactions de plusieurs Camerounais qui revient donc sur la vie de l'homme sur la terre. On en parle de la page 3 à la page 4. Mutation, le quotidien de Georges Alain Boyomo s'intéresse aux enfants fantômes. Enfants fantômes ici est mis entre guillemets. Le MINPROF, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, par les actes à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille préside ce jour à Yaoundé la cérémonie de contractualisation avec 21 municipalités pour
pour l'enrôlement de 26 691 enfants à l'état civil. On en parle en page 7 et on revient donc sur cette actualité. Les enjeux de l'établissement de ces actes de naissance sont donc présentés en page 7 du journal Mutation. Désarmement, démobilisation et réintégration, on peut faire plus. C'est la une du journal Cameroun Tribune qui est disponible en kiosque et qui parle de cette actualité ce matin. Le quotidien parle de professionnels médicaux sanitaires et le journal Le Quotidien titre en grande une cap sur l'harmonisation et la qualité des enseignements. Le journal de Jules Brice Ngaba qui est disponible en kiosque parle donc de cette actualité. Génération Libre au BAT 1 revient également avec cette même actualité. Le journal Génération Libre s'intéresse donc aux formations des personnels de santé. Le docteur Manaouda Malachi prescrit de nouvelles orientations. On peut donc lire cette actualité ce matin en pied de une du journal Génération Libre. Ce billet hebdomadaire d'information générale parle également du plan triennal spécial jeunes. 348 jeunes formés au métier de la boulangerie et pâtisserie. La cérémonie relative présidée le 14 juin 2023 à Yaoundé par Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en présence de quelques-uns de ses collègues, a réuni les bénéficiaires venus des 58 départements du pays. Parmi les membres du gouvernement présents à cette cérémonie, on note la présence très remarquée du ministre Luc Magloire Mbarga-Atamana, ministre du Commerce. Le décret nous amène du côté de la région de l'Est. Le journal de Freddy Onana parle de présidentielle 2025. Le soleil se lève pour célébrer son champion. On nous le fait savoir et on revient sur ce meeting organisé du côté de la région de l'Est Cameroun. Même son de cloche pour Flèche d'Afrique qui parle également de ce meeting de remerciement de Berthois. Blaise Moussa dit merci au président de la République avec l'engagement de bien travailler. Le journal en parle et revient donc sur cette cérémonie qui naturellement a connu une forte mobilisation du côté de la ville de Berthois dans la région de l'Est. Parlons de la coopération Cameroun-Congo avec le fer de Mbalam Nebeba. Le Cameroun et le Congo rallongent le linéaire d'un chemin de fer de 70 km. Il passe donc de 540 km à 610 km et partira désormais de Nabeba au Congo au port de Kribi en passant par la localité de Mbalam. On revient donc sur cette résolution en page 7 du journal La Grande Tribune. EcoNews qui parle économie ce matin se revient avec l'actualité concernant l'emprunt obligataire 2023. La prise ferme monte à 104 milliards de francs CFA. Le journal L'économie parle également de l'emprunt obligataire. À quoi vont servir les 150 milliards de francs CFA collectés? Le journal en parle ce matin et revient également sur cette actualité. EcoSanté de Joseph Mengboum parle de dons de sang. Les donneurs récompensés, ils ont reçu les distinctions. Le journal Éco-Santé nous fait savoir qu'ils ont donc reçu des distinctions hier, 14 juin 2023, au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le journal revient sur la cérémonie qui s'est donc tenue du côté du palais des sports. Parlons bel et bien de cette cérémonie qui visait naturellement à glaner un bon nombre de populations pour des dons de sang. C'est avec ce journal que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci JBE. Merci à vous Théophile Vianney-Billa. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Oui. Nous allons vous poser la question habituelle, c'est de savoir au menu qu'est-ce que vous prévoyez présenter à vos téléspectateurs ce soir, notamment 19 et 20h. 19h et 20h, on va parler des vacances. Vous savez que c'est la période et les parents font face à l'organisation dans les ménages. On va donc voir comment est-ce que les parents s'organisent pour la gestion des programmes télévisés. Parce que les enfants passent pratiquement la majeure partie de leur temps devant le téléviseur, devant le petit écran. Eh bien, c'est assez compliqué pour les parents à des moments de contrôler les programmes télévisés regardés par les enfants. On va donc voir comment les parents s'organisent pour la gestion des programmes télévisés pendant les vacances. C'est très important. Oui. Je voudrais vous souhaiter passer des bons moments. C'est vrai que c'est une matinée très très difficile pour vous. Exact. Mais vous aurez tout le courage d'affronter la journée. Bonne journée. Bonne journée à vous et très bonne suite d'émission, JBE. Merci. Après vous, nous prenons juste une petite transition, le temps de revenir sur ce plateau et de partager l'instant avec ceux qui sont là pour analyser la circonstance. À tout à l'heure. La suite de votre programme, mesdames et messieurs, c'est au moment où nous voulons accueillir le quatrième invité qui nous a rejoint. Il s'agit de Siméon Nvomo. Patrice, bonjour.
Merci. Bonjour de l'invitation que vous nous servez ce matin. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui me donne l'opportunité d'être là ce matin. Je voudrais lui dire également merci pour la grâce qu'il accorde à chacun d'entre vous qui est autour de ce panel. Je voudrais dire merci pour l'invitation que vous nous servez et adresser mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Oui, nous allons commencer avec vous à jeter un regard sur les unes, notamment Info Matin qui nous rappelle que pour la seule année de 2023, c'est pratiquement plus de 2600 places pour les jeunes à la fonction publique qui sont réservées. Le Cameroun, les Camerounais sont à la quête du travail. Le temps court. Nous sommes dans un siècle de vitesse et un siècle de lumière où tout le monde veut se voir en activité. Avant, s'il fallait attendre 20 ans, 25 ans, 30 ans pour commencer à s'assumer, actuellement, à 16 ans, 17 ans, un jeune vous dit qu'il veut déjà s'assumer, il veut être indépendant. Ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre de besoins qui augmentent. Et la prise de conscience, justement, voudrait que, comme le président de la République l'annonce souvent, généralement, il a annoncé pendant longtemps le 31 décembre pour le nombre de boulots qui ont été créés. C'est bien que la fonction publique ouvre des portes. C'est une bonne chose également d'envoyer les autres à la retraite parce qu'il est important ici que si on veut renouveler l'administration à la base, il faut également la renouveler au sommet parce qu'on a besoin d'idées nouvelles, on a besoin d'esprits nouveaux, on a besoin d'une nouvelle dynamique, on a besoin, si on parle justement ici de l'émergence 2035, il est important de savoir qu'il faut mettre au devant de la scène les personnes qui auront à témoigner de cette émergence 2035. Et pour ça, il faut pousser un certain nombre de personnes au devant de la scène. Et là, dire qu'on ouvre pour la fonction publique, c'est bien. Et le fait qu'on mise beaucoup plus sur la fonction publique et qu'on prépare nos enfants à être des personnes qui courent vers les NAM, qui courent vers l'IRIC, qui courent vers les grandes écoles parce qu'on veut être intégré est un problème pour le développement de notre pays. Alors c'est une bonne chose qu'on ait 2685 places, c'est bien, mais surtout, il faut mettre un accent sur la création d'emplois. Et la création d'emplois ici, c'est quoi? C'est intéresser tout le monde au développement. Et comment on intéresse tout le monde au développement? C'est justement en impulsant ce qu'on a appelé la décentralisation. Et comment on fait en sorte que la décentralisation soit efficace? Il faut expliquer aux populations qu'elles sont au centre du développement. Et quand on implique les populations au centre du développement, on met alors tout le monde, on met dans l'esprit de tout le monde tout le monde peut apporter quelque chose. Et quand tout le monde sait qu'il peut apporter quelque chose, il sait qu'il peut répondre à un besoin. Comment on crée un emploi? C'est qu'il y a une difficulté dans la société. On pose la question comment résoudre. Quand on a les réponses, on met à la disposition du public, on résout un problème, on a également un emploi, on est occupé, on est utile pour la société. Merci. Bernardo Basson, cette nouvelle qui nous renseigne par Info Matin que nous avons 2685 places à pouvoir pour la jeunesse et surtout pour l'entrée à la fonction publique. Pourquoi? Personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ah bon? Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pour deux raisons. Déjà, l'accès à la fonction publique doit être résiduel parce que la fonction publique ne développe pas un pays. Elle est juste le support d'encadrement de l'action privée qui va créer la richesse pour faire développer le pays. Aujourd'hui, au Cameroun, on peut manifestement et malheureusement être déçu de la fonction publique parce qu'on a l'impression que ces concours sont lancés, 2685 places sont ouvertes, mais on a peut-être 1800 places qui sont déjà réservées pour certains enfants, on sait comment ça marche. Après, moi je suis peut-être pas frustré parce que j'ai choisi les professions libérales, l'avocature, non, forcément, je suis pas frustré par tout ça, mais quand on sait comment on a accès au Cameroun à la fonction publique, quand on sait comment les fonctionnaires se comportent pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux, quand on sait comment il y a des tolérances, il y a de la léthargie, du dilettantisme, de la paresse, de l'inaction, de l'immobilisme au Cameroun de la fonction publique, on peut juste lire ça comme étant une nouvelle de plus, à mon sens. Donc personnellement, je ne suis pas emballé au Cameroun par la fonction publique, par des concours lancés. J'ai bien mieux à faire. Je préfère aller faire le chant, comme je fais depuis peu, et me sentir à l'aise là-dedans. Parce que pour moi, c'est des concours au Cameroun, à mon sens. Bon, ceux qui trouvent encore un intérêt peuvent y aller. Et moi, je n'y trouve plus d'intérêt depuis très longtemps aujourd'hui. Juste là, c'est une annonce. Et là,
Bernardo lui dit qu'il n'est pas choqué, ça ne dit rien pratiquement, ça ne lui dit rien parce que lui se contente plutôt de son chant qui doit être ici une valeur ajoutée, à apporter à certains. Mais là, on nous parle de la fonction publique qui ouvre 2685 portes pour parler de places et qui offre celle-ci à la jeunesse. Bon, peut-être je ne serais pas totalement d'accord avec M. Basson, Bernardo, pour plusieurs raisons. Je suis aussi cultivateur comme lui, mais on ne peut pas passer le temps au champ. Et il faudrait savoir que quand Bernardo sera malade, il faut qu'il aille se faire soigner quelque part. Si tout le monde va au champ, ça pose un problème. Ce que je retiens dans cet arrêté du ministre, que j'applaudis d'ailleurs, tout en demandant que les effectifs soient augmentés, c'est que c'est une main-d'œuvre supplémentaire qui va nous permettre de mieux agresser certaines questions d'effectifs dans les différents métiers. Je fais partie du corps de la santé et je connais la difficulté. Lorsque M. Basson parle des fonctionnaires qui ont un comportement qu'on ne peut pas accepter, il faudrait dire qu'un certain déficit en termes de ressources humaines pourrait l'expliquer. Voyez-vous, vous avez un travailleur qui s'occupe de plus de 10 postes à la fois, il y a de quoi devenir nerveux. Et s'il y a un brin de soulagement comme ce communiqué du ministre, et bien sûr, je pense que ses autres collègues en termes de formation vont réagir pour augmenter des ressources humaines. Merci. Blériot, quand on a cette annonce, c'est vrai qu'à côté de cela, on peut s'interroger un tant soit peu sur qui aura la possibilité justement d'avoir cette place, parce que cela n'est pas un secret, ça a souvent été très difficile. On parle 2685 places, mais vous allez trouver peut-être 1 million de postulants et ça devient compliqué. Qui aura les places, c'est ceux qui vont concourir et qui vont être retenus. C'est eux qui auront les places. Non, le communiqué, il faut lire le journal, indique autre chose. C'est qu'en fait, il y a un certain nombre de concours de la fonction publique qui ne seront pas ouverts cette année. Donc, le nombre de places, il est évident qu'il n'est pas impressionnant. Vous connaissez la forte demande. On a fonctionnalisé le cerveau des jeunes gens, de sorte que la lutte pour les postes à la fonction publique est plus grande. L'État du Cameroun n'a pas été capable jusqu'à présent de décongestionner et de montrer que le taux-emploi, l'emploi dans le secteur privé, ainsi de suite, pouvait être aussi valorisé. Vous savez, quand nous on grandissait, c'était carrément un titre de gloire que de dire qu'on est fonctionnaire. Les gens continuent même à le dire. Vous savez, vous avez affaire à un fonctionnaire. Voilà. Donc, et quand vous demandez à quelqu'un ce que ça signifie avoir affaire à un fonctionnaire, il vous décrit que c'est les pupilles de l'État. C'est des gens qui sont sûrs qu'après 30 jours, ils ont un salaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent même rester à la maison et 30 jours passés, ils ont un salaire. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Ils ont la garantie de ce salaire, qu'il neige ou qu'il pleuve. Non, mais je l'ai dit en d'autres circonstances, c'est l'État qui devait ouvrir la vie à l'entrepreneuriat. Le fonctionnariat est bien. On a besoin d'un minimum de fonctionnaires pour qu'un État fonctionne. C'est ce que M. Raphaël vous disait, M. Raphaël Niamey vous disait. On a besoin d'un minimum. L'État central et même ses démembrements ont besoin. Mais il faut employer les jeunes. Et comment le faire? Il faut commencer à leur dire que la fonction publique là ne va plus prendre tout le monde. Vous avez à soi plus de 30 000 étudiants qui disent faire droit, qui visent l'ENAM. Il faut leur dire qu'il n'y a que 140 places par an à l'ENAM, qu'ils fassent un peu des calculs. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on dégage déjà plus de 25 000 étudiants seulement pour soi qui décident de faire droit par année. Donc, il faut réorienter les gens et c'est le travail de l'État. Nous ne pouvons pas ne pas saluer ces concours qui sont d'ailleurs une obligation de l'État. Il vous l'a dit, il y a de nombreux déficits dans beaucoup de corps de métier. Les semaines qui sont passées, nous vivions encore la grève du personnel de santé. Faut-il dire que ce personnel qui était même en grève
pour la plupart, n'est même pas un personnel recruté. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent bénévolement. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Nous allons dans les hôpitaux nous faire soigner et très souvent nous nous faisons soigner par des gens qui ne sont pas payés. Je crois que les Camerounais, nous ne faisons pas attention à certaines choses qui sont graves. Et nous appelons tout ce monde, nous mettons tout le monde dans le même panier, c'est des gens corrompus. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un se lève tous les matins, aille dans un hôpital, soigne des gens, touche au corps malade, blessé et autres, et qu'il n'ait pas un statut, qu'il n'ait pas un revenu? Même le sacerdoce se fait avec un minimum. Ah oui. Les prêtres, les pasteurs ont des salaires. Eux qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu, ils n'attendent pas que Dieu leur donne une fois le salaire. Ils sur terre, ils discutent même souvent les salaires. Hein? Pourquoi les simples humains, les enfants de César, eux, ils n'attendraient pas un salaire et une rémunération? Merci infiniment à vous pour vos différentes lectures sur cette très bonne nouvelle qui va apporter un plus dans le bien-être de la jeunesse camerounaise. Nous marquons une autre pause, le temps d'accueillir la dénonciation du jour. Dénonciation du jour, c'est avec Bernardo Basson. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dénonce? Aujourd'hui, on dénonce une situation malheureuse et qui a tourné au vinaigre. Alors, on dénonce le comportement d'une maîtresse de maison qui a abusé de son aide de maison et qui s'est vu être bastonné par son aide de maison. C'est-à-dire, l'histoire vient du Septentrion, où une dame est installée, elle a un mari qui travaille dans une grande entreprise du Septentrion au Cameroun, qui emploie une jeune dame de 26 ans qui l'aide pour les tâches quotidiennes, pour les enfants, etc. Et quotidiennement, cette femme abuse de son pouvoir sur son employé de maison. Elle la blâme et depuis 6 mois, elle la frappe régulièrement. Celle qui l'aide dans la maison a 2 enfants et n'est pas mariée. Bon, elle est accompagnée de quelqu'un dans la vie, mais elle n'est pas officiellement mariée. Et son conjoint s'en est plaint, a demandé qu'elle arrête, mais elle lui a dit, bon, tu as perdu ton travail pour l'instant, on n'a rien, laisse-moi encore être là-bas le temps que tu retrouves un travail. Une fois que tu as un travail, moi je quitte. Et sa patronne continuait toujours à la bastonner jusqu'au jour où elle a décidé que bon, parfois 6 peut devenir 9. Donc elle a arrêté sa patronne, elle l'a copieusement bastonnée et la patronne a décidé de venir se plaindre, de m'interpeller pour me dire non. Est-ce que c'est normal qu'une femme, entre guillemets, de ménage, c'est un peu péjoratif, une femme de ménage me frappe, même si je lui fais quoi, elle est mon employée, elle n'a pas... Bon, moi j'ai longuement souri, j'ai appelé la dame de ménage en question, qui m'a relaté les faits, j'ai rappelé la dame en question, je lui ai demandé, madame, mais elle me dit que vous la bastonniez régulièrement, est-ce que c'est vrai? Elle me dit, mais elle est mon employée, elle fait ce que je veux, si elle est têtue, parfois je peux gifler, etc. Bon, j'ai voulu qu'on en parle ce matin et qu'on se moque un tout petit peu de la patronne, parce que 6 peut devenir 9 parfois. Entre-temps, c'est la patronne qui se plaint. Qui se plaint de ce que son ex, parce qu'elle n'est plus avec elle, oui. Que son ex-employé l'a bastonné, lui a causé des bleus sur le visage, lui a enlevé une dent, voilà. Ok, nous avons sur ce plateau des gens qui sont déjà émerveillés par cette dénonciation. En l'occurrence, Ghislain Raphaël, quand vous suivez cette dénonciation, votre premier commentaire à coller, c'est quoi? Il faut dire que M. Basson fait bien de rappeler l'ensemble des problèmes qu'il y a dans cette situation. Il y a les problèmes de la patronne et il y a les problèmes de la ménagère. Alors, déjà, la patronne n'a pas le droit d'apporter des violences sur son employé. Et il n'est dit nulle part que ton employé est ton esclave. Parce que j'ai l'impression que la patronne pense qu'elle a un esclave. Et ça révèle certainement d'autres problèmes. Au-delà des patrons, il y a aussi les bailleurs véreux qui, parce qu'ils ont un locataire, il ne peut plus dormir, il ne peut plus jouir de chez lui. On vient un matin parce que le bailleur a faim, on va vous arrêter la fourniture d'eau ou bien d'énergie électrique avec tout ce que cela a comme conséquence. Et par la suite, lorsque l'intéressé, le locataire ou alors la ménagère n'a pas une bonne culture, elle va se retrouver dans un territoire de la violence, on se retrouve dans la jungle. Alors moi je pense qu'il faut interpeller toutes les populations, éduquer tout le monde à savoir quels sont ses droits et quelles sont les limites dans ce type de situation.
Oui, Blériot Niemek, voici une dénonciation qui nous fait sourire tout de suite parce que c'est la patronne qui a commencé à maltraiter cette dame de maison, mais elle a dit trop c'est trop. Et puis, comme dit Bernardo, si c'est devenu neuf, mais finalement c'est la patronne qui se plaint. Bon, ben on peut aller laver le chien et le chien nous lave. Parce que ça arrive. Hein. Donc, moi je crois que il n'y a pas beaucoup à plaindre ici. La patronne a eu ce qu'elle cherchait depuis. Parce que il y a un homme de médias qui dit souvent ce que tu engages là, ça va te dépasser. Je crois qu'elle ne savait pas que ce qu'elle engageait. Quand vous dites que vous dites que non, je maîtrise. Donc ce que tu engages là, ça va te dépasser. La violence appelle la violence. C'est clair. La violence appelle la violence. Et puis les notions de patron et autres, elles sont commutatives. Aujourd'hui, vous pouvez être mon patron, demain je suis votre patron. La vie elle-même nous enseigne ce genre de choses. Moi je ne comprends pas, vous donnez simplement une pitance, un salaire à quelqu'un et vous devenez son bourreau. Je crois que la technicienne de surface savait depuis longtemps qu'elle peut taper la patronne. Mais elle croyait que la patronne allait s'arrêter quand même. Oui. Puisque elle, ce qu'elle voulait préserver, c'était son salaire, son emploi. Oui, donc c'est pour ça qu'elle subissait. Ce n'est pas que la patronne, entre guillemets, était forte. La patronne comptait non pas sur la force, mais sur ce que les psychologues appellent l'autorité. Vous voyez, l'autorité est différente de la force. Donc elle exerçait une certaine autorité, bien qu'illégitime, sur la technicienne de surface qui je crois, ma foi, a résolu le problème, hein, de la manière la plus radicale. Sauf que quand vous décidez quand même de taper comme ça la patronne, vous avez fait aussi vous avez aussi en même temps pris la décision de partir. Vider les lieux. Donc ce n'est pas comme si vous allez... On ne vous l'apprend pas, vous faites votre... Au moment où vous décidez de taper, vous avez pris la décision de partir. Donc, bon, c'est regrettable. Encore que les autorités judiciaires puissent être saisies. Non pas par une plainte seulement de la patronne, hein, ou celle qui se fait appeler patronne, mais même d'une plainte de la ménagère qui a été abusée pendant un certain nombre de... Je peux même imaginer que ce genre de patron, ce genre d'employeur ne paye pas souvent normalement. Et profite souvent des occasions comme celle-là pour dire que bon, comme tu m'as alors tapé, ton argent, je ne te le donne plus. Bon, c'est une dénonciation qui nous fait bien rire. Oui. Bien, Patrice Siméon, dans la dénonciation, Blériot, je voudrais dire, Bernardo nous a rappelé que le conjoint de la technicienne de surface a même demandé à ce qu'elle abandonne le travail, mais celle-ci s'est dit, toi, de ton côté, tu n'as plus de boulot, mais je pense qu'ici, il faut préserver ce que nous avons. Mais malheureusement, la goutte d'eau a débordé le vase et elle a dit plus jamais ça, jusqu'à porter main sur sa patronne. Mais je présume même aussi que ça pouvait être qu'une situation d'autodéfense, parce que si on part vérifier, c'est forcément la patronne qui a encore voulu venir se jeter sur elle. Elle a dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas accepter. J'aime beaucoup l'appellation technicien de surface. Et c'est l'expression que nous devrons utiliser. Technicien de surface, employé de maison ou aide de maison. Parce que ce sont des personnes qui viennent nous aider dans nos domiciles. Et ce sont des personnes qui veillent sur notre santé. Ce sont des personnes qui préparent parfois à manger, qui veillent sur nos enfants. Ça voudrait dire qu'à un même moment, si vous aimez vos enfants, vous vous aimez vous-même, alors vous ferez attention à celle qui est aide de ta maison. À ce moment-là, il faut savoir qu'un technicien de surface est un être humain. D'abord. Être technicien de surface, c'est un boulot. C'est comme quelqu'un qui choisit d'être directeur, quelqu'un qui est coiffeur. C'est prendre soin de la maison. Et c'est pour cela que généralement, nous disons que nos mères étaient des femmes au foyer. Parce que être au foyer, c'est savoir prendre soin de la maison. C'est savoir prendre soin des enfants. Et c'est pour cela, justement, aujourd'hui, qu'on a l'impression que le fait qu'on se retrouve en train d'être employé de maison, on est une personne qui n'a plus une vie, qui n'a plus droit, qui n'a plus de droits, mais que c'est faux.
Une personne qui travaille chez vous a une dignité à préserver. Et vous, en tant que patron, vous avez des attitudes et des choses que vous devez faire. Par exemple, si votre employé n'est pas bien formé, et il y a une école qui existe même déjà, qui a été créée par l'association camerounaise d'aide à l'hygiène, qui est devenue une ONG camerounaise d'aide à l'hygiène, qui forme les techniciens de surface, employés de maison, donne à ces derniers d'avoir un emploi, un diplôme qui est reconnu par l'administration camerounaise et le ministère de la formation professionnelle. Donc, ce sont des diplômes qui sont donnés, qualifiants, qui vous permettent de vous présenter quelque part. Et maintenant, quel est le salaire qu'on donne à ces personnes? Parfois, on donne 25 000. Est-ce que c'est vrai, on s'en sort avec 25 000, 30 000? C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe désormais un syndicat des employés de maison, des techniciens de surface au Cameroun. Donc, j'interpelle au même moment les différents employés de maison à commencer à s'intéresser à ce qui se fait à côté. Il y a un syndicat qui existe. La présidente de ce syndicat, c'est d'ailleurs la présidente Yvonne Flore Belema. C'est elle qui est également la promotrice de l'ONG camerounaise, Association camerounaise d'aide à l'hygiène. Ça, c'est un boulot intéressant. C'est ce que nous faisons depuis 2019. On s'est rendu compte justement que les employés de maison étaient piétinés. Des ménagères étaient piétinées. Or, ce sont des parents et c'est également des psychologues. Ce sont des personnes qui éduquent nos enfants à longueur de journée. Ça voudrait dire que celui qui ne fait pas attention à son employé de maison est une personne en insécurité. Là, la ménagère a tapé. Est-ce que vous savez que cette ménagère était capable de mettre quelque chose, il suffit juste que son esprit passe par autre chose, et puis la maison, on en parle au passé. Pourquoi? Simplement, certainement parce que la femme a ses problèmes, elle est frustrée, et elle trouve justement un reposoir, pour ne pas dire un déposoir, sur son employé qui devient un tam-tam. Nous devons apprendre à respecter les gens. Et ce cas n'est pas seulement celui qui concerne les employés de maison. Nous vivons cela dans des bureaux, dans des administrations, où nous voyons des patrons, ministres, directeurs généraux considérer que les personnes qui sont autour d'eux, ce sont des chiffons. Mais on dit non. La position d'autorité est une bonne chose, comme l'a évoqué le grand frère Niemek. Mais il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que devant une autorité, il y a toujours une autorité au-dessus de cette autorité. Ça voudrait dire que devant, par exemple, le ministre, il y a le premier ministre au-dessus. Et devant le premier ministre, il y a le président de la République. Et au-dessus du président de la République, il y a Dieu. Et là, maintenant, tout le monde doit savoir ce qu'il a à faire. L'autorité doit être respectée, mais l'autorité, en retour, doit encadrer, former et surtout transmettre aux personnes qui sont autour d'elle une gestion avec amour. C'est-à-dire que tu dois le faire avec amour. Si tu veux corriger quelqu'un, il faut corriger selon les règles qui sont définies et établies. Est-ce que parce que quelqu'un est employé de maison chez vous, que cela vous donne le droit de taper sur cette personne-là? Il y a des droits humains à préserver. Et je pense, et d'ailleurs si la personne nous regarde, qu'il est important pour elle de saisir au moins pour dénonciation de fait, pour qu'on sache déjà que de ce côté elle a été violentée. Et maintenant pour le reste, elle pourra, si elle est accompagnée, si elle est encadrée, si elle est soutenue, porter plainte à cette dernière afin qu'elle paye. Parce qu'il est important que les gens commencent à se respecter. Et la loi est là, et le droit est là, les avocats sont là pour nous protéger. Merci. Bernardo, c'est vous-même qui êtes venu avec cette affaire. Et quand on a suivi les commentaires des uns et des autres, on peut se dire, moi, personnellement, quand vous commenciez avec la dénonciation en question, je m'attendais à ce que la chute soit, c'est la technicienne de surface qui a porté plainte ou alors qui vous a contacté pour dénoncer. J'étais un peu surpris de plutôt comprendre que c'est la patronne elle-même qui était devant pour dire, bon, maintenant je voudrais qu'on dénonce ceci, alors que c'est elle la cause. L'expression que j'ai employée en dénonçant, en disant 6 devient 9, c'est une expression ambassade. Ouais, donc ambassade, il y a l'expression pour dire que parfois les choses se renversent. Mais ici, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que sur le plan juridique, effectivement, il y a des organismes qui aujourd'hui travaillent pour encadrer et sécuriser les aides de maison. Il faut bien le savoir. Il a évoqué justement le syndicat et l'ONG en question. Mais surtout, la loi camerounaise
commence, du moins s'établit à constater le statut de travailleur des aides de maison, à tel point que ces personnes doivent être affiliées à la CNP, doivent avoir des conditions de travail réglementaires telles que prévues par le Code du travail. Ouais. Et beaucoup d'employeurs, parmi lesquels la dame en question, ne respectent pas cela. Donc déjà, elle agit contre-alléguée. Et donc, seulement sur ce fondement-là, elle peut être poursuivie. Deuxièmement, sur le plan social, ce que je voudrais dire, c'est, une fois de plus, rappeler une phrase que j'ai gagnée ce matin. Je vais y ajouter un mot. L'illusion est le mot que j'ajoute. L'illusion de la possession du pouvoir corrompt la libre expression de la conscience, de la raison. Parfois, quand on a l'illusion qu'on a un certain pouvoir, on agit avec des raisons. On agit de manière déréglementée. Et on se laisse aller à certains actes. Oublions que le principe de la vie, ou le principe de la vie, c'est l'impermanence des choses. Tout peut changer, à tout moment. On n'est jamais toujours assez fort. Ouais. Je coupe la citation à ce niveau, même si je n'ai pas cité de manière in extenso. Donc, sur ce fondement-là, l'employeur n'a pas su que les choses pouvaient changer, que le monde pouvait changer et que rien n'est éternel. Tout finit par changer. Parfois dans la vie, on a ce qu'on mérite. Parfois, on a ce qu'on peut avoir. Et des fois, on a ce qu'on va chercher. Et pour notre cas, elle a eu ce qu'elle est allée chercher. Parce que la violence enferme dans un cycle. Je vous insulte, vous me frappez, je vous garde rancune pour vous rendre plus tard. Votre enfant vient rendre ça au mien, etc. Donc, il faut tout faire pour utiliser la violence lorsqu'elle peut être légitime. Excepté cela, on n'a pas à être violent. Donc, les voies de fait sur la dame en question, la dame de ménage, l'aide de maison, ainsi que la violence de l'aide de maison sur la femme peuvent être croisément attaquées devant les instances judiciaires. Mais pour moi, l'employeur qui me regarde certainement, je lui ai dit au téléphone, madame, vous avez mal agi. Vous n'aviez pas à frapper votre employé de maison. Oui. Et je pense que vous avez eu ce que vous méritez. Mais ce que je regrette, c'est que l'employeur ait peut-être encore eu la force de m'appeler. Vous voyez, donc je regrette qu'elle ait eu la force de m'appeler parce que j'aurais vraiment aimé, puisque depuis 4 ans, elle frappait en question régulièrement l'aide de maison. J'aurais vraiment souhaité qu'on la bastonne à un tel point que elle-même n'ait plus la force, c'est-à-dire qu'elle soit complètement dilettante, qu'elle n'ait même plus d'énergie pour m'appeler, parce que vraiment... Ou alors si elle vous appelle, c'est peut-être pour présenter ses excuses à... Elle l'a même pas fait. Et comment elle peut me dire au téléphone, mais elle travaille pour moi, je la paye, même si je fais quoi, elle doit accepter. Mais c'est de la folie, c'est une esclavagiste. Donc vraiment, on l'a fouettée, c'est bon. C'est ce qu'elle méritait. Oui. Elle a eu ce qu'elle a cherché. Donc, il faut quand même le dire. Donc, madame, je pense que c'est bien fait pour vous, même si on peut toujours être contre toute forme de violence. Bonjour à vous, Jean-Bruno Fangon, et à votre riche panel, toujours assez relevé. S'il vous plaît, je souhaite rencontrer, si possible, monsieur Basson, dans le cadre de la dénonciation. Comment faire? Merci et bonne émission à vous. C'est Magloire depuis Oja. Merci à vous, Magloire, pour votre participation, mais Bernardo est disponible pour tous les téléspectateurs, mais je voudrais vous rappeler que ce n'est pas possible en direct. Peut-être après l'émission, vous me rappelez tout simplement et on voit quelle procédure à entreprendre pour vous connecter avec le dénonciateur. Bruno, je dirais à M. Vomo que ce chiffre dans une injustice sociale est l'image des urines de Cancrela pour traîner bon nombre de jeunes dans des effets d'annonce avec un système de népotisme sans réelle politique de l'emploi. L'avenir est obscur. C'est Massok Thomas qui nous écrit ce matin. Bonjour à vous très cher Massok Thomas. Bonjour les démineurs, très belle émission. Et très chaud ce matin, merci. Pour la dénonciation, la femme nous perd le temps. Elle s'attendait à quoi? Si elle est très grande et qu'elle se trouve d'autres ménagères au lieu de se plaindre, c'est tout. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Merci. Bonjour à tout le monde sur le plateau. L'Unkuta des démineurs pour la dénonciation du jour. Je dirais que cette femme est jalouse et quel que soit le cas, quelque chose et elle est
elle est en train d'abuser de sa ménagère. Vraiment, cette femme est méchante. Elle veut juste faire partir cette ménagère de peur qu'elle arrache son homme. C'est Salé Georges depuis Berthois. Blériot vous a dit, la conclusion, c'est que cette technicienne de surface, elle savait déjà que après les rings là, elle devait tout simplement vider le lieu. Donc ce qui est sûr, c'est qu'elle est déjà partie. Elle est allée se chercher fortune ailleurs. Bonjour le plateau au Cameroun. Nous manquons d'éducation. J'ai failli dire au Bosso, pour être sérieux, traitons avec humanisme et dignité nos techniciens de surface, tout en comprenant que la violence est une force faible. Étienne Medjo depuis Bolova nous a écrit ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Qu'est-ce qu'on dit pour la situation? Certaines personnes considèrent les employés de maison comme des sous-hommes. Cette femme n'a pas été humaniste. Si vous considérez votre employé, il vous considère aussi. Mais si vous le méprisez, il le fera aussi avec vous. Ce sont les lois de la nature. Même la parole du Seigneur prévoit qu'il y ait de la considération et du respect entre le maître et l'esclave. Carton rouge à cette dame. Jean-Louis depuis Simbok a pensé à nous ce matin. Merci à vous Jean-Louis. Quand on a fini avec les messages Canal Simple, nous avons également et forcément d'autres réactions par la version WhatsApp, et nous y sommes justement avec ces premiers messages qui sont également comme d'habitude très nombreux. Bonjour, c'est bien fait pour cette patronne, elle ne fera plus jamais cela à un autre enfant d'autrui. C'est Yannick Dengona qui le dit. Bonjour à tous, je suis déçu de vous avoir fait part d'une dénonciation grave hier et vous ne l'avez pas prise en considération, et vos réponses n'étaient pas gentilles dans quand les gens vous suivent tous les jours et vous demandent de l'aide pour une fois et votre réponse n'est pas favorable. Bon, malheureusement, vous n'avez pas signé votre message pour savoir de quelle dénonciation vous faites allusion, parce que toutes les dénonciations qui nous parviennent sont étudiées et à bon temps, on les présente. Mais il faut préciser, monsieur Ifangono, que le tout n'est pas de dénoncer. N'est-ce pas? Moi, je prends souvent la peine de vérifier pour ne pas avoir d'autres procès sur la tête. Voilà. Quand on me donne des éléments, je recoupe, je cherche, je téléphone, je demande des documents écrits pour ne pas avoir me créer des problèmes. Moi, si je viens juste faire un message, pour moi, c'est pas suffisant pour dénoncer à la télé. Bonjour les démineurs, concernant le décès du désormais regretté Cabrel Nandip, je voudrais rappeler les paroles du consultant après la mort de Madame Cooper quelques mois plus tôt. Le consultant, il disait ce jour, ils sont en train d'attirer nos enfants dans des sectes pernicieuses. L'une des plus célèbres est partie hier, on l'appelait Madame Cooper. D'autres vont encore mourir, c'est-à-dire aussi cela. Merci beaucoup au consultant. Le seul qui nous restera, beaucoup n'avaient pas compris cela, mais j'avais gardé cela dans ma tête. C'est Loric. J'étais sûr. J'étais sûr que c'était lui. Qui nous écrit. Il dit avoir suivi cela de la bouche de notre consultant. Il a 19 ans. Hein. Oui, il a 19 ça c'est bien, ça. Il a une conscience fraîche et c'est bien, c'est bien. Il sait garder les choses. Bonjour, monsieur Fangono, ici qu'à ton panel, ce sont les patrons parvenus qui se comportent de la sorte. Je connais des patrons qui améliorent les conditions de vie des techniciens de surface, certains en les faisant même postuler à la fonction publique, mais ces nouveaux riches parvenus là, c'est Marco depuis le Carrefour Sam qui nous a parlé ce matin. Merci, mais je vous en prie d'appeler, passons juste exclusivement les messages que nous lisons, et c'est même par la force de ces appels-là que nous ne pouvons pas continuer à lire les autres messages. Blériot Niemek, vous avez dit cette dame n'a reçu que ce qu'elle a cherché. Quand tu t'attaques à une ruche d'abeilles, il faut s'attendre aussi également que les abeilles te piquent, et c'est ce qu'elle a reçu. Bon, qu'est-ce qu'on se dit après? Parce qu'un cas peut apporter solution à plus de deux ou bien à plusieurs. Non, moi j'interpelle aussi souvent les messieurs dans les maisons. Parce qu'en général, ce sont les dames, en général, qui maltraitent les techniciens de surface. Oui. Elles sont incapables de faire le travail que les techniciennes font, mais elles prennent celles-ci pour je ne sais quoi d'autre. Les hommes doivent être vigilants dans leur foyer, attirer l'attention de leurs épouses
sur le fait que vous ne devez pas mépriser les employés de maison. Et en général aussi, les dames qui maltraitent les employés de maison, elles-mêmes n'ont pas d'emploi. En général, moi j'ai essayé, oui, c'est-à-dire, leur emploi c'est être en mariage. C'est-à-dire, elles travaillent parce qu'elles sont en mariage chez un tel qui lui donne de l'argent et elle maltraite les gens qui lui ressemblent en fait. Parce qu'en temps normal, elle-même devrait être employée de technicienne de surface quelque part. Ouais. Parce que pour avoir le temps d'être à la maison pour taper les gens, il faut ne pas aller au travail. Donc elle est elle-même une technicienne de surface qui tape sur des techniciens de surface. Et son mari devrait veiller à cela et lui dire que tu sais que tu es une technicienne de surface, juste de stade supérieur parce que tu es en mariage. Parce que quand vous demandez tu fais quoi dans la vie, je suis en mariage, est-ce que c'est un travail? Pardon, par moment, il faut chercher à nous éviter de rire tout au long. Vous dites, quand vous posez la question à une dame, vous faites quoi dans la vie? La réponse est que je suis vous rencontrez une ancienne camarade, tu es devenu quoi? Elle dit, je me suis marié. Mais ce qui est drôle, ce qui me fait mourir de rire, c'est que, effectivement, la femme en question n'a pas d'emploi. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, elle est l'épouse d'un monsieur qui est un très haut cadre. Dis souvent mes choses comme ça. Vous la rencontrez, ancienne camarade, tu fais quoi? Je me suis marié à tel. Est-ce que c'est votre emploi? Donc, en fait, comme elle n'a personne sur qui exercer de l'autorité au quotidien, elle fait des abus d'autorité et des abus de pouvoir sur les employés de maison. Moi, je connais une dame d'un colonel qui giflait les militaires. Elle a empêché que son mari ne soit général dans ce pays. Vous voyez? Elle giflait les militaires qui étaient de faction au domicile de son mari. De son époux. Ouais. Donc, elle se sentait... Parce que dans l'armée, on dit que quand l'homme est lieutenant-colonel, la femme est colonel. C'est-à-dire quand l'homme est colonel, la femme est générale. Elle se sentait le galon directement supérieur à celui de son mari. Ces femmes-là qui assument les positions de pouvoir de leurs époux, plus que les époux eux-mêmes. En général, ces gens d'époux, ce sont des gens doux. Parce que quand vous avez une femme qui a été bien formée, qui a été bien éduquée, qui quelquefois a un bon emploi, il est difficile que vous la retrouviez dans des comportements barbares. Comme si j'apprends que quelqu'un tape sur mes employés, on peut aussi lui donner un peu de bastonnade si ça fait du bien. Et ça a été le cas au septentrion. Bonjour Jean-Bruno et ainsi qu'à ton riche panel. Notre pays est une curiosité mondiale. La fonction publique camerounaise est en sous-effectif par rapport aux besoins d'encadrement et aux accords signés au niveau africain qui exigent l'emploi de 10% de la population de notre pays à la fonction publique. Des tonnes d'instituteurs, infirmiers et techniciens sont formés chaque année, mais sans perspective devant eux. Le changement du régime est un impératif. Hilaire de Niga. Merci à vous très cher Hilaire pour votre participation de ce matin. Bonjour s'il vous plaît, où est passé le sac de modérateur El Perfecto? Il est là, il revient dans moins de 2 semaines. Soyez-en rassurés. Bien, il est temps pour moi d'aller également vous rappeler que nous allons accueillir sur ce plateau notre partenaire. Et c'est justement dans cette gamme de rideaux. Bien, nous avons pratiquement fait le tour pour la dénonciation de ce matin, mais je voudrais vous accorder encore quelques 30 secondes sur la situation, un petit conseil à prodiguer pour que plus jamais ça. Je voudrais juste que chacun d'entre nous, que nous sachions que peu importe la zone de pouvoir où on peut avoir le pouvoir, savoir qu'il y a un pouvoir qui est au-dessus de nous tous et la personne est le juge éternel, c'est Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce que tu feras au plus petit, que moi, sache que c'est à moi que tu le fais. Ça voudrait dire que quand tu as ton frère, tu es mon frère, il est mon frère. Si je pose un acte, je dois d'abord me poser la question de savoir si c'était à moi que cet acte ou sur moi que cet acte était posé. Comment je réagirais? Alors à ce moment-là, nous aurons des actes mesurés, des attitudes mesurées et nous ferons preuve d'amour quand on va au contact des autres, au coup, quand on a la possibilité d'encadrer ou alors d'être au-dessus des autres.
Bonjour Bruno, vraiment cette dame n'a reçu que ce qu'elle voulait. Si elle trouve que être ménagère est facile, qu'elle le fasse elle-même aussi. Raïssa Amougou depuis le petit marché Oudja. Bonne journée à vous. Bonne journée également à vous Raïssa. Merci pour la participation ce matin dans le cadre des espaces miniers et surtout pour la dénonciation du jour. Bonjour à tout le panel concernant la dénonciation. Les patrons devraient faire attention à leur subalterne. Un patron a été abandonné par son chauffeur il n'y a pas très longtemps sur le pont de Japoma alors qu'il ne savait pas lui-même conduire. De surcroît, il était avec Sanjomba. Cher boss, respectez vos subalternes. C'est Owundi de Douala. Merci également à vous Owundi. C'est voilà. Oh. Ouais, le message là, je peux pas le lire. Il est un peu dur. Bonjour Jean-Bruno, merci Niemek. Grâce à toi, j'ai souri malgré mes problèmes. C'est Achille Sauveur. Vous venez de sauver Achille de sa situation de détresse parce qu'il a pu rire ce matin. Raphaël, on peut ajouter un mot pour essayer de comprendre la situation, mais je dis, comme ça a été déploré sur ce plateau, pour que plus jamais ça. Oui, moi je pense que dénoncer n'est pas suffisant. Je pense que des gens comme Basson, si ce n'est pas encore fait, doivent ouvrir des cabinets pour mieux accompagner ces métiers qui sont presque abandonnés. Je peux imaginer que l'État du Cameroun a de grosses préoccupations, notamment il faut conduire l'émergence en 2035. Mais des personnes d'une certaine intelligence, d'ailleurs vous en avez sur votre plateau, Pierre Blériot Niemek, pourraient aussi penser à des cabinets de cette sorte pour accompagner ces personnes au quotidien. Ça permettra aussi de générer de l'emploi, ça permettra de mieux les encadrer. Mais nous sommes opposés contre toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. D'accord. La patronne a frappé son employé. Il y a quand même une organisation au Cameroun qui permet à l'employé de pouvoir obtenir justice d'une certaine manière. Mais maintenant, si c'est parce qu'on était en train de la frapper qu'elle a répondu, c'est normal, on ne va pas quand même se laisser faire assassiner. Mais il faudrait qu'elle puisse appeler les autorités compétentes pour pouvoir résoudre ce type de problème. D'accord. Cette femme est juste pernicieuse et méchante. Les employés de maison ne sont pas des sous-hommes. Ils méritent respect et considération. Courage à cet employé de maison. C'est Jean-Louis depuis Simbok qui a pensé à nous ce matin. Après Jean-Louis, on a cette autre réaction que nous allons rapidement prendre avant d'aller à la thématique centrale ce matin. Bonjour à tous sur le plateau, bonne émission comme d'habitude s'il vous plaît. Quels peuvent être les différents concours qui seront lancés ces juniors depuis Ngalan? Il faut aller acheter Info Matin, vous aurez plus de précision. C'est le journal Info Matin qui pourra vous renseigner davantage. Bonjour le panel, ne jugeons pas cette femme car elle aussi peut avoir ses raisons. C'est Guy de Kribi qui défend la patronne du Septentrion qui a envoyé la dénonciation. Bonjour à vous le plateau, s'il vous plaît, comment faire pour avoir le numéro de monsieur Niemek? Lequel? Parce que nous avons deux Niemek sur le plateau, mais j'imagine forcément que c'est de Blériot que vous parlez. Bonjour Jean-Bruno et à ton panel, très bonne émission. Elle nous édifie au quotidien. J'ai une grande admiration pour monsieur Niemek, pour ses arguments poignants et efficace. Pour la dénonciation de ce matin, les techniciens de surface méritent aussi un minimum de considération. Je suis Simplice de Sarmelima, alias docteur de l'hôpital des soucis. Bonjour à vous, ainsi qu'à tous vos clients, je voudrais dire à tous vos patients. Mesdames et messieurs, vous voulez coller? Oui, parlant de cabinet, le travail déjà psychologiquement avec des gens au quotidien, ça peut être lourd. Mais concernant la situation, 1, la violence enferme dans un cycle. 2, le plus fort n'est jamais toujours assez fort pour dominer ses semblables et transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. 3. L'esprit humain, parfois, oublie ce qu'on lui donne, oublie ce qu'on lui refuse, mais n'oublie jamais ce qu'on lui a fait ressentir. C'est de là que parfois naissent des situations de rancune. On peut vous empoisonner, on peut empoisonner vos enfants, etc. du fait de ce que les gens gardent en eux, ce que vous leur avez fait ressentir. Donc, refusez les choses aux gens parfois, donnez-leur ou pas, mais faites-leur ressentir du bien pour qu'ils ne gardent pas en eux de la haine vis-à-vis de vous. Merci. Voilà qui est encore de plus en plus édifiant. Juste une petite ponctuation et puis après on revient pour la thématique centrale de cette journée.
Nous parlons aujourd'hui du don de sang et c'est avec beaucoup d'amour que nous voulons aborder le sujet pour planter le décor. C'est avec naturellement le biologiste clinicien qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Raphaël Ghislain. Le secteur, comment se porte-t-il aujourd'hui? Bon, il faut dire que les pouvoirs publics ont déployé la force de l'État pour accompagner les populations dans cette nécessité vitale qu'est la mise à disposition des dons de sang. Mais il faudrait y avoir des partenaires. Le sang ne se fabrique pas. Nous allons le collecter auprès des populations et à ce sujet, il y a quelques réticences qui, ma foi, sont progressivement en train d'être dépassés. Nous sommes passés de 18 dons de sang en 1956 à plus de 147 000, mais nous sommes encore loin des 400 000 poches de sang pour la population camerounaise. Ce qu'il faut pour la population camerounaise, c'est 4 000. 400 000 dons de sang par an. Nous en sommes encore loin. Nous sommes à 147 000 pour l'instant. Bien. Patrice Siméon Vomon, quand on parle de ce secteur de dons de sang, on se dit quand même que c'est assez risqué, c'est comme s'il y a encore des zones d'ombre. D'ailleurs, les chiffres en disent davantage. Voilà, maintenant c'est qui doit et qui peut donner le sang. Voilà Avant même de poser cette question, là, oui, on reste dans les chiffres, mais, voilà. mais votre question a toute sa pertinence. Voilà, donc quand qui peut, qui doit et qui peut donner le sang. Quand vous posez cette question-là, alors maintenant c'est pour la sensibilisation, l'éducation et la formation. La plupart du temps, l'ignorance est la barrière, sinon la montagne infranchissable qui bloque les gens sur un certain nombre de choses. Et maintenant, les préjugés et la réalité parfois qu'on en fait. Parfois, il est dit ici, et plusieurs personnes pensent qu'il y a des gens ici qui boivent du sang. Et ils prennent souvent à prendre pour des sectes pernicieuses. C'est une vérité, ce n'est pas quelque chose qui amène à rire. Il y a des gens qui boivent du sang au Cameroun et il faut le dénoncer. Le sang n'est pas quelque chose qu'on consomme et ces personnes-là sont des animaux, il faut le dire, que ce sont des animaux. Une personne qui boit le sang est un animal, peu importe qui il est, peu importe la fonction. Vous parlez de boire le sang, moi je ne comprends pas. C'est quoi? On met ça dans un verre et puis on le consomme? Ceux qui le font savent ce qu'ils font avec et comment ils le font. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. C'est ça qu'on recherche pour voilà, sauver justement, des vies. pour sauver des vies. Il y a d'autres personnes qui en font usage pour autre chose, des choses sataniques. Donc, il faut le dénoncer. Et maintenant, l'ignorance de la population est un problème. Qui peut donner le sang? Quand on entre dans la sensibilisation, est-ce que vous avez l'impression que les gens sont en train de sensibiliser quand vous regardez les télévisions? Est-ce que vous pensez véritablement que le ministère de la Santé publique prend cela comme à bras le corps, comme ils prennent? Par exemple, nous avons vu Covid-19 ici, les gens nous tapaient les oreilles avec des vaccinations partout et tout et tout. Le sang est important. On parle de 400 000. Ça, ce sont les poches dont on a besoin. Pour essayer de résoudre le problème, on a besoin de 400 000. Mais nous sommes loin de la réalité. Et le Centre national de transfusion sanguine nous dit même d'ailleurs que nous sommes à une baisse après Covid-19. Donc depuis 2019, nous avons connu des baisses. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a la grippe ne peut pas donner du sang. Une personne qui est malade ne peut pas donner du sang. Si vous avez une inflammation, par exemple, vous ne pouvez pas donner du sang. Si vous êtes vous avez du palud, vous ne pouvez pas donner du sang. Une femme enceinte ne peut pas donner du sang. Une femme qui allait ne peut pas donner du sang. Ça, c'est un nombre de choses qu'il faut savoir. Et qui peut donner du sang? Au Cameroun, par exemple, c'est de 18 à 65 ans. 18 à 65 ans, mais il y a d'autres pays où c'est à partir de 16 ans, 17 ans. Il faut revoir également ça avec accord parental. Ça, c'est pour ce qui est de ces pays-là. Il y a également qui peut donner du sang. Quel est le poids que vous pouvez avoir? On dit minimum 50 kilos, dans le poids d'un sac de ciment. Ça, c'est ce que vous devez avoir. Est-ce que si vous êtes tatoué, est-ce que vous pouvez donner du sang? Qui vous a tatoué? Ça, c'est autant de questions. Parce que si vous êtes tatoué par un expert de la santé publique, alors vous pouvez donner du sang très vite. Ça, c'est autant de choses qui nous permettent à nous de savoir quel est le problème. Moi, par exemple, je n'ai pas encore donné mon sang. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance en face. Qui vous prend votre sang pour aller faire quoi? Autant de choses. Ça, ce sont des questions que les gens se posent. Mais à la réalité, nous devons être tous des donneurs. Parce que le sang peut venir à nous manquer. Et maintenant, qui donne le sang? Une personne peut être habitée par des esprits démoniaques. Quand vous prenez son sang, vous devenez également habité par les mêmes démons.
Il faut le dire. C'est une personne, c'est-à-dire que c'est la partie d'un homme qu'il vous donne qui vient désormais être une partie de vous. Et pour ça, nous avons des esprits démoniaques qui règnent. Quand vous regardez, par exemple, les enfants qui sont en train de mourir dans les sectes pernicieuses et tout, vous croyez que les conditions ne sont pas réunies pour que les gens utilisent le sang, parce que le sang est un élément essentiel pour les alliances. Alors, si quelqu'un vous donne le sang, un démon peut décider de venir donner du sang pour posséder toutes les personnes qui vont avoir ce sang-là. Et pour cela, qu'est-ce qui est fait quand le sang est donné? Est-ce qu'il y a un moment particulier où des serviteurs de Dieu viennent annuler un certain nombre d'alliances sur ces sangs-là? C'est important. Dieu au début, Dieu à la fin. Parce que si nous rions aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui vivent avec des maladies bizarres, qui ne sont pas liées forcément au sang, mais c'est à l'esprit de la personne qui portait ce sang. C'est-à-dire qu'il a ingurgité, on a introduit à cette personne-là une identité bizarre qui se retrouve en train d'être contrôlée ailleurs. Ça existe. D'accord. Ça existe. Et ce que nous devons donc faire, c'est attirer l'attention, non seulement du ministère de la Santé, pour dire que au même niveau que vous étiez en train de faire la campagne pour Covid-19, au point de poursuivre les gens partout, il faut également faire la sensibilisation pour attirer l'attention des populations afin qu'ils soient des donneurs volontaires de sang. Véronique Mec, au vu des chiffres et même de la réalité qui se présente quand on parle du don de sang au Cameroun, la question qui arrive tout de suite, c'est qu'est-ce qui bloque? Pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir ce chiffre atteint et même à ce que le Centre national soit capable de fournir du sang à ce nombre important de demandeurs? Oui, mais c'est quelques discours semblables à celui que vient de tenir notre copanéliste. Il y a des gens qui boivent du sang. Bon, moi, je préfère d'abord être logicien. Alors, les gens qui boivent du sang, tiennent-ils compte des groupes sanguins où ils boivent seulement du sang, de qui a du sang, donc quel que soit ton groupe, toi tu bois seulement du sang. Bon, il y a des esprits diaboliques qui passent par le sang. Je crois que le clinicien est là, il va nous dire comment est-ce que eux ils traitent le sang scientifiquement avant de le transfuser aux gens. Il faut dire que la quantité de sang qui est requise, 400 000 poches par an, n'est pas trop demandée à un pays qui compte au moins une potentialité de 10 millions de donneurs. C'est parce que des pratiques et des croyances sociologiques font que les gens hésitent. Je ne vais pas stigmatiser, mais il y a des groupes religieux qui interdisent le don de sang. Alors, si vous avez dans un pays, dans un univers, des gens qui disent qu'il ne faut pas donner le sang, c'est très dangereux. Parce qu'il faut que ces gens nous disent qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation. J'ai entendu, moi j'ai grandi dans des familles qui appartenaient à ces groupes religieux. Des gens essayent de vous expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Moi je ne suis pas du domaine. Mais le spécialiste va nous dire si on peut se passer de la transfusion sanguine. Si on peut en faire l'économie. Dans mes petites lectures, non. Quelquefois, c'est la seule issue que nous avons pour sauver une vie. Alors, si vous avez donc des idéologies rebarbatives, du genre, votre sang va aller chez les bon, vous voyez, il faut clarifier ces choses-là pour qu'on ne se retrouve pas dans ce genre de croyances, d'une part. D'autre part, je pense que c'est le manque de sérieux dans tout ce que nous faisons qui fait que les populations n'accourent pas. Manque de sérieux de la part de qui? De ceux qui sont en charge d'organiser ces choses. Ah, d'accord. Manque de sérieux. C'est-à-dire que nous, la corruption, c'est en tout. On dit même qu'essayer d'encadrer celui qui vient, faites-lui quelques examens, ainsi de suite. Mais motivez ceux qui viennent donner. Vous trouverez que le pain, c'était un pain, maintenant c'est demi-pain, les choses. Nous faisons la corruption même dans les choses ridicule. Tu veux qu'on a bouffé le pain des gens, on n'a pas donné le lait. Oh non. Donc un type il vient, il donne le sang, il ne peut même plus marcher, il a faim. Alors vous pensez que celui-là sera motivé à revenir faire un don de sang? On a dit
1 litre de lait, on vient avec une... Non, les gars prennent déjà du mauvais lait. Les laits de 1000 francs, là, ils vous disent que vous êtes 4. Non, nous, Camerounais, en tout. Pour une boîte de lait. Oui, vous vous rendez compte que c'est un lait qui va vous donner la diarrhée après. Donc, non seulement vous a retiré du sang, mais vous devez faire une longue diarrhée et tout. Non. Vraiment, je ne sais pas. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans ce pays. Il n'y a même pas la crainte on n'a même pas les valeurs. On se fait corrompre dans tout. Vous voyez, donc, ce genre de pratiques sont de nature, ces pratiques-là, sont de nature à décourager les potentiels donneurs. Il faut des politiques incitatives. Et c'est pas difficile. Les Camerounais sont si pauvres. On les a tellement appauvris, on les a affamés, que demander à quelqu'un du sang n'est pas difficile si on peut le motiver d'une manière ou d'une autre. Moi, avec mes petites idées, je pourrais dire au Centre national de transfusion sanguine, pourrais leur passer quelques astuces en collaboration avec d'autres ministères, en collaboration avec l'organisation de certains concours, mais que les choses se passent dans la transparence. Si on fait comprendre aux gens, et ça c'est une vérité, le sang sauve des vies. Le sang sauve des vies. Nous sommes encore à un niveau mental très réduit. Ailleurs, on prend les organes des gens pour sauver des vies. Oui. On prend les organes des morts. La transplantation. Pour les conserver et à terme sauver des vies. Nous avons encore des pensées. Non, si tu donnes ton rein, vraiment, quelqu'un va aller sur le diable, les gens iront au paradis, les choses comme ça. Bon, enfin, quand... Les gens qui ont donc peur d'aller en enfer ne vont pas donner les reins parce qu'il paraît que si tu arrives au paradis et que tu n'as pas tous tes reins, on va te... Bon, vous voyez, c'est un capharnaüm. Quand les croyances prennent la place de la science, c'est dangereux. Il faut remettre chaque connaissance, chaque savoir dans son contexte. D'accord? Le moment venu, quand moi j'irai vers la mort, parce que je crois à peu près connaître ce moment, je ferai don de mes organes. Vous voyez? Ah, mais on savait bien qu'il est dans les sectes, le type, si on savait qu'il allait se vendre. Non. Vos organes peuvent sauver des vies. Il y a des gens qui recherchent un rein que vous êtes le seul à posséder. Ainsi de suite. Il faut qu'on fasse avancer la science. Les choses-ci que nous avons là, que nous appelons le corps, ça pourrit dès qu'on met ça sous terre. Mais on peut prendre ça et aider les gens. Hein? Je ne veux pas aller plus loin que ça. Merci. Bernardo, nous sommes là pour parler de ce problème qui semble majeur, le problème relatif au don de sang. Et on reste très inquiet parce que les chiffres en disent long. Mais aujourd'hui, on peut se targuer dans une éventualité possible de nous amener à juguler le problème. Sauf et seulement si on tient compte de tout ce qui a été dénoncé ici, à partir de ce que disait Patrice Siméon, ajouté à ce que pense Blériot Niemek, toute cette somme-là. Mais la question reste celle de savoir qui doit faire quoi, justement, pour que le don de sang ne soit pas un blocage, ou alors que quand on doit sauver une vie, que cela soit aussi facile, parce qu'on va trouver rapidement les poches de sang quelque part. Petite digression, Monsieur Siméon Voma. Les sagesses les plus profondes disent « celui qui sait ne parle pas, et celui qui ne sait pas parle ». Donc sur les questions relatives à la dimension ésotérique du sang, c'est pas insultant. Vous avez peut-être très peu de connaissances. J'ai lu de cela. Deuxièmement, il ne doit exister aucun prétexte pour ne pas sauver la vie de quelqu'un. On ne doit laisser passer aucun prétexte qui nous restreint de sauver la vie de quelqu'un. Donc, le sang rentre dans ce qu'on appelle les fluides vitaux. Le sang contient la vie et peut aider à sauver une vie. Et donc, on ne doit jamais hésiter à recourir ou à faire recours à l'usage du sang pour sauver la vie de quelqu'un. Au Cameroun, il y a deux problèmes qui sont systémiques. Le premier, c'est que les pouvoirs publics ne mettent pas en place une vraie vision pour sauver les vies des citoyens qui sont en détresse. Parce qu'aujourd'hui, dans les chaînes de médias, on met facilement là U18, moins de 18 ans, moins de 16 ans. Mais rarement, on voit des affiches liées à l'obligation ou à l'incitation de donner du sang. On ne voit pas. Hier, c'était venu, on lui don du sang. Qui a parlé? Quelques deux médias.
Est-ce que le MinSanté a organisé, déjà depuis presque un mois, des conférences de presse, des séminaires, des discussions, convoquer les médias, la presse? Est-ce que dans les écoles, cela est enseigné? Dans les universités, cela est enseigné? Donc, il y a un système dans lequel on ne vise même pas à pouvoir cela. Pourtant, cela est profondément utile. Deuxièmement, les Camerounais, aujourd'hui, sont habités par un esprit de conspiration qui est devenu chronique, à tel point que on a peur des vaccins, on a peur des sérums, on a peur de tout ce qui est médical, parfois à tort, mais des fois à raison, puisqu'aujourd'hui on a l'impression que la médecine aussi se rend complice de certains abus. Ah bon? Oui, on a souvent l'impression. À tort ou à raison, comme je dis, parfois on nous dit non, tel vaccin que vous voyez est une puce qu'on met dans le corps. Ces discours prospèrent. Des fois, ils sont même faux, mais ils prospèrent et du coup annihilent la conscience. De même, les églises, certains temples, certaines chapelles spirituelles ou religieuses vous disent que non. Certaines religions vous disent que donner le sang, c'est interdit. On sait de quelle religion je parle. Au Cameroun, qui interdit carrément les transfusions sanguines. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, les pouvoirs en place ne font rien d'une part. Les jeunes également, et les moins jeunes, sont habités par un esprit de complot qui tend à faire croire que la médecine est dangereuse pour les citoyens. Voilà pourquoi moi je ne vous cache pas que moi je vais très peu à l'hôpital pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que je ne tombe presque jamais malade. Je vous l'ai dit ici il y a quelques jours. Et deuxièmement, c'est parce que moi je préfère utiliser les plantes, la pharmacopée traditionnelle, vraiment. Vous voyez, donc ça limite. Mais je pense que la médecine elle est utile. Très utile même. Donc vraiment, c'est les constructions sociales qui deviennent chroniques, qui nous empêchent de migrer vers cela. Mais je pense, pour vous finir, que il faut donner du sang. Maintenant, ceux qui prennent de la drogue, parfois, quand ils sont sous l'effet, ils ne peuvent plus donner du sang. La première transfusion sanguine date de 1818. Donc, on ne devrait même plus en débattre aujourd'hui. Ça date des centaines d'années. On doit juste suivre le mouvement. Quand on a un sang sain, qu'on donne du sang. On doit juste suivre le mouvement et on aura les poches de sang partout. Mais jusqu'à présent, le constat est clair. Raphaël, ça bloque. On se pose la question, qui finalement et effectivement doit même donner le sang pour que ce débat n'ait plus lieu? Alors, c'est une question à laquelle je m'attendais bien sûr. Mais il faudrait dire que tout citoyen capable de donner du sang doit se diriger dans une formation sanitaire au sein de laquelle on trouve un centre de transfusion sanguine. Il y a tout un questionnaire disponible afin de s'assurer que celui-là, qui, lorsqu'il est volontaire, devient un candidat au don. Il n'est pas encore un donneur. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, on va lui faire passer un questionnaire, c'est la présélection. Après le questionnaire, on va prendre ses paramètres vitaux, parce qu'on ne peut pas donner une vie en enlevant une autre vie. Lorsqu'on se rend compte qu'il a les paramètres vitaux qui permettent qu'il fasse un don, on va donc procéder, on va donc lui donner le ticket de donneur. Et c'est toujours avec son consentement. Et lorsqu'on va lui donner le ticket de donneur, il va rentrer dans la salle de collecte de sang, où on va collecter essentiellement la quantité qui permet à ce qu'il garde une quantité pour vivre normalement. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut souligner rapidement parce que certaines questions sont passées rapidement là, on ne peut pas y revenir, nous les abordons chaque jour. Mais l'une des choses, c'est qu'il faut inciter les gens à faire le don de sang avec les professionnels qui font ce travail. Puisqu'il y a des donneurs qui deviennent des donneurs professionnels, ceux-là, on ne les encourage pas. C'est quoi un donneur professionnel? Un jeune étudiant ou bien alors un jeune Camerounais, parce que la vie est difficile, pense qu'il peut donner le sang toutes les 2 semaines. Pierre Blirou vous l'a dit, nous avons à peu près 10 millions de Camerounais qui peuvent donner de sang. Faites x4, parce qu'on peut donner 4 fois par an. Ça fait 40 000 dons de sang. 40 millions de dons de sang par an. Mais le Cameroun, conformément à la formule de l'OMS, qui est l'organe onusien chargé des questions de santé, a besoin de 400 000 dons de sang par an pour sauver des personnes qui en ont besoin. Il faut dire qu'on fait recours à la transfusion sanguine lorsqu'on n'a plus une autre solution. C'est la dernière solution à apporter. Pas pour des problèmes. Si on reste dans les chiffres, la demande est même moins importante. Elle est moins importante puisque des besoins, la cantonne a cela.
Et il y a déjà des études et des statistiques qui permettent d'avoir des formules pour pouvoir savoir qu'au Cameroun, en fait, l'OMS demande 1 à 3% de la population. À 1%, on a 270 000. À 2%, je pense, on a 510 000 et autour de 8 400 à 3%. Mais 8 400 autour de 3%. Mais on a estimé au Cameroun, en fonction des réalités du Cameroun, le nombre d'accidents de voies publiques qui ont besoin de transfusion sanguine. Nous avons encore à cœur l'accident ferroviaire des ECA. Beaucoup de vies sont parties, pas parce qu'elles ne pouvaient pas être sauvées, mais parce que nous n'avions pas là sur place du sang à transfuser. Elle est décédée de... Si on avait eu du sang à Ezeka, on aurait eu un centre médical à Ezeka, il n'y en a pas. Ça, c'est d'autres questions. Peut-être on aurait transféré dans les chaumières. C'est des questions certainement qu'on pourra aborder, mais je pense quand même que ce sont des questions qui sont longuement abordées. Nous avons peut-être la chance de travailler sur ces questions aujourd'hui. Nous avons un ensemble d'informations où les pouvoirs publics, avec des bailleurs de fonds, travaillent pour ces questions-là. Maintenant, à côté de ces accidents de voie publique, on vous dit, elle est morte de suite d'accouchements difficiles. La plupart des cas, c'est des hémorragies postpartum. Parfois, elle a eu une grossesse qui s'est compliquée. Elle est morte pendant la grossesse. C'est parce qu'il fallait faire une chirurgie. Et à côté de cette chirurgie, il fallait une transfusion sanguine. Il y en a tellement. Il y a ceux qui naissent naturellement avec un déficit congénital. Nous avons les hémophiles, les drépanocytaires. Nous avons des personnes au cours de leur vie qui ont une activité métabolique qui se dégrade. On parle par exemple des insuffisants rénaux. Lorsqu'ils font des dialyses, il faut automatiquement des transfusions sanguines. On ne peut donc pas s'amuser avec ces questions. D'ailleurs, je pense que Pierre Blériot, qui est là sur votre plateau, est un philosophe. Il n'a pas certainement voulu rentrer dans les divisions de l'être humain qui permet de distinguer très bien le soma et des autres entités. Et donc, le sang n'aura aucun problème. Mais pour assurer mon voisin d'à côté, M. Siméon, je vais vous assurer que la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine est Pasteur. Amen. Donc, les pouvoirs publics prennent en compte toutes les composantes sociales et sociologiques. Ce qu'il disait n'était pas très faux. Elle n'est pas directrice parce qu'elle est Pasteur. Elle travaille sur les questions de transfusion sanguine. Elle est hématologue elle-même depuis plus de 35 ans. Le président du conseil de gestion, le professeur Tétani Ekoué, rappelons d'abord la DG, elle s'appelle le professeur Mbania Dora. Le professeur Tétani Ekoué, qui est le président du conseil de gestion, il est certainement un bon croyant, il a d'autres obédiences dans sa vie, c'est un agriculteur, c'est aussi un pédiatre qui a vu beaucoup d'enfants mourir entre ses mains qu'il aurait pu sauver grâce à une transfusion sanguine. On ne peut donc pas rapidement dire que c'est sûr qu'il y a un démon qui se bat dans un sang. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de démon. Pour ceux qui pensent qu'on boit du sang, j'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai travaillé dans beaucoup de formations sanitaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un boire du sang. Sur un milieu hospitalier, jamais. S'il y a des personnes... Vous pensez que si on boit du sang, on viendrait le boire à l'hôpital? Je veux vous assurer... Non, mais là quand même, docteur, si vous permettez-moi, je vais terminer. Vous prendrez la parole bien après. Je n'ai jamais vu quelqu'un boire du sang, mais j'ai sauvé, ou bien contribué à sauver beaucoup de vies, certainement avec l'aide du Tout-Puissant, avec une transfusion sanguine. C'est la seule motivation qui me permet de travailler et qui me fait aujourd'hui être en charge de la promotion de la transfusion sanguine dans la région du Sud. Oui. Monsieur Ifa, d'accord. Vous avez entendu le discours très pertinent, très éloquent et très cohérent de Doc. Mais il ne faut quand même pas qu'on élude les vérités qui sont établies. Le sang se boit dans la magie. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Mais est-ce qu'on le prend à l'hôpital? Mais justement, ce n'est pas à votre su que cela se fait, ni à votre vue mais cela se fait, cela s'utilise. Comme les ossements se trafiquent, comme dans certaines morgues, on enlève parfois des os et des organes pour vendre aux ritualistes. Ça se fait à l'hôpital. Mais ça ne veut pas dire que l'hôpital doit être fui. On se comprend, il y a des dérives partout. Il y a des médecins qui commettent des dérives, des hommes en tenue, des enseignants, etc. Donc, dire que le sang ne se boit, qu'il n'y a pas de mauvais esprit, il y a les effluves de sang sont spirituellement chargés des odeurs. Et il est effectivement possible que, à travers des transfusions mal organisées, les effluves se transmettent, il faut bien le savoir, hein. C'est pas exclu du tout.
C'est vrai que les discours religieux parfois sont superfétatoires, surabondants, désuets, mais il y a quand même des éléments qui ne sont pas complètement faux dedans. Donc le sang se boit effectivement, et vous le savez. Ok. Je voudrais insister avec vous. Vous n'êtes pas à l'hôpital. Je voudrais insister avec Ghislain pour poser la question, parce que là, Blériot a bien fait de poser aussi ce tas de questionnements, mais pourquoi on n'avance pas? Peut-être que la faute revient à ces responsables là qui sont chargés d'amener le Camerounais à comprendre que le don de sang, ça peut sauver des vies. Est-ce que vous n'avez pas regardé un peu la politique pour faire à ce qu'on accepte de donner de son sang? Oui, il faut dire qu'on avance, mais un petit pas. Je vous ai dit qu'en 1956, au Cameroun, on a fait 18 transfusions sanguines. On en avait besoin davantage. Aujourd'hui, nous sommes à 147 000, un peu plus d'ailleurs, et qui couvre à peu près des besoins de 35%. Mais il y a des blocages au sein de la société, au sein de la compréhension même de cela. Et c'est parfois des peurs qu'on a. Il y a des gens, quand on sort une aiguille, ils ne sont plus très d'accord. Mais les pouvoirs publics travaillent avec l'outil, le Centre national de transfusion sanguine, à dépasser ces difficultés. Et il y a un ensemble de mesures qui sont prises. D'ailleurs, je vais vous dire qu'en 2003, on a créé le Centre national de transfusion sanguine en 2003. Et de 2003 en 2019, il a été mis en incubation pour mieux apprêter sa naissance au grand jour à travers ce qu'on appelle le Programme national de transfusion sanguine, qui a rendu ses cahiers en 2018. Et en 2019, il y a eu le décret présidentiel portant organisation et fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine, qui a donc abouti à la désignation du premier conseil d'administration qui permet d'adresser ces questions aujourd'hui. Aujourd'hui, le Centre national de transfusion sanguine est en train de se déployer à travers tout le pays pour répondre à ces questions. Il y a quelques mois, il n'y avait pas encore de représentation régionale. Aujourd'hui, je suis affecté dans la région du Sud. D'autres collègues sont au Nord, au littoral et ainsi de suite. Les journées mondiales de donneurs de sang qui se célébraient de façon timide commencent à connaître leur apogée, et bien sûr avec le concours des médias. Hier, votre télévision, Info TV, a passé l'information sur les mobilisations qui ont eu lieu au Sud. Au Sud, le recteur de l'université de Bolova, qui comprend très bien cette question, a mobilisé toute la communauté estudiantine à célébrer et à encourager les gens à faire ce don de sang à travers les marches que le Centre national de transfusion sanguine a organisées. Notamment, nous étions le 10 dans toute la ville de Bolova, où nous avons communiqué dans les agences, dans les marchés. Nous avons été le 14 à l'université même, où des étudiants et le personnel même a été entraîné sur les nécessités de faire des dons de sang. Il y a beaucoup d'autres projets à venir et nous invitons tous les médias, tous les citoyens camerounais à poser les problèmes qui pourraient encore empêcher cette nécessité vitale. Oui, Blériot, rapidement, parce que c'est vous qui avez vécu ça et qui, pour moi, reste un point qui doit être un point très essentiel et que le Conseil doit normalement prendre à bras le corps. C'est celui de la motivation du donneur volontaire qui, ma foi, peut être hésitant sous la base de quelques déclarations que vous avez faites ici, notamment Siméon, vous et ainsi que Blériot, mais dire que le sang que vous avez sur vous, le sang que vous avez en vous est important pour une autre vie, mais voici comment on procède. Peut-être avec les codes basiques qu'on peut bien imaginer qui pourra faire à ce que le Camerounais soit motivé. Oui, ben je dis, je rends déjà hommage au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, pour le travail qu'il fait depuis qu'il a été mis en œuvre. Mais je veux dire aussi qu'il faut continuer de créer des politiques incitatives. Les Camerounais, vous les avez suffisamment appauvris, vous. Donc vous savez ce qu'on demande à un pauvre pour qu'il vienne. Il faut lui donner la pitance, il viendra. Mais il faut également, sous le contrôle des cliniciens, éviter des donneurs professionnels, comme on vous a dit. Parce que le donneur professionnel se met en danger lui-même. Alors, le sang ne le donne pas n'importe comment. Et si vous croyez que vous pouvez donner votre sang à tout moment, vous allez vous mettre en danger. Encore qu'en général, les donneurs professionnels sont pauvres. Donc, ils n'ont même pas la possibilité de régénérer normalement leur corps. Il faut faire attention.
Relativement aux questions de spiritualité et autres, non, moi je veux pas qu'on mélange ces choses. Je suis d'accord. Si quelqu'un veut vous sucer du sang, il n'a pas besoin d'aller voir les gens de l'hôpital pour vous sucer du sang. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, vraiment, c'est des rayons différents. Maintenant, s'il y a des gens qui s'asseyent dans des sectes particulières et boivent du sang récolté dans les hôpitaux, je crois que ça défie la science. Mais beaucoup de choses défient la science. C'est pour ça que je faisais la boutade en vous demandant que, est-ce que ces gens qui boivent du sang, parce que ce qu'on me rapporte, c'est qu'ils s'asseyent et ils boivent du sang, mais est-ce qu'ils tiennent compte des compatibilités? Non. Que chacun fasse sa part. Encourageons les gens à donner le sang, mais ceux qui le recueillent, qu'ils soient professionnels et qu'ils encadrent bien les gens. Je crois que c'est le cas du Centre national de transfusion sanguine. Et je sais d'ailleurs que ceux qui le tiennent, parce que j'en connais quelques-uns, sont d'assez bonne moralité. Stéphane Gono, que l'hôpital travaille, que la médecine camerounaise travaille à déconstruire la théorie du complot qui habite les Camerounais. Il ferait politique là-dessus. Sinon, Bonjour, Info TV, monsieur Niemetu Mathieu de Rire. Ce matin, c'est Abdourahmane Sidi depuis Garoua, Marouari. Merci à vous, Abdourahmane, d'avoir pensé à nous depuis le septentrion. L'État camerounais est sérieux envers les populations lorsqu'il sollicite son aide. Vous nous demandez de donner du sang pour sauver des vies, mais lorsque nous passons du temps à pleurer ou à réclamer nos droits, vous vous moquez de nous. En plus de cela, l'hôpital vous sourit lorsque vous allez donner du sang, mais lorsque vous, donneurs de sang, tombez malade, l'hôpital vous ignore. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. C'est ce que je disais. Ça aussi, c'est vrai. Il y a une théorie du complot. Ça aussi, c'est vrai parce que les donneurs de sang doivent quand même bénéficier d'une certaine marge. Les femmes enceintes meurent à l'hôpital. Il y a beaucoup de problèmes comme ça. À tel point D'accord, je continue parce que le message n'était pas fini. Vous nous ignorez en tant que volontaires à leurs besoins en vous tétant comme tout le monde. Or, ils s'enrichissent avec ces poches de sang qu'ils nous vendent cher. En ce qui me concerne, si on prescrit mon sang, je dis bien mon sang à un patient, celui-là est foutu. Non. Comment? Tu as bien commencé et tu finis comme ça, mon très cher. Blérieux a raison. C'est notre gouvernement qui nous décourage. C'est des gens pas sérieux du tout. C'est toujours Marco depuis son quartier. Il dit Abimete. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Nous parlons d'un déficit de près de 65%. Ça veut dire que la demande n'est pas satisfaite. Vous pouvez faire votre don de sang maintenant, qui est utilisé immédiatement, et quand vous revenez, il n'y a pas de sang. Pour résoudre ce problème qui est posé, il faudrait que nous puissions atteindre le cap de 400 000 poches de sang par an. Maintenant, pour ce qui est du coût, je pense qu'on peut faire facilement des calculs. La mission du CNTS, c'est de mettre à disposition un sang qui est sécurisé. Le monsieur a raison quand il vous dit peut-être, il sait pourquoi il le dit, que si son sang est transmis à quelqu'un ou bien administré, c'est un problème. Mais le CNTS s'assure que seul le sang sécurisé est transmis ou bien administré à quelqu'un. Et cela a un coût. Prenons par exemple seulement la poche de sang. Lorsque le Cameroun les achète, ça coûte 7 000 francs. Il y a des analyses... Le coût officiel. Le coût officiel d'une poche est de 7 000 francs. Et ça, c'est les poches simples. D'accord. Nous avons les poches triples qui vont coûter 3 fois plus cher. Il faut quelqu'un qui va payer cette facture. À côté de cela, il faut faire des analyses médicales. Et c'est des analyses de pointe. Il ne faudrait pas qu'une erreur puisse y glisser. Si vous allez dans des formations sanitaires d'un certain niveau, qui ont des plateaux techniques qui peuvent supporter ce type d'analyse, vous allez voir les coûts. Merci. Et le système est organisé de sorte que ceux qui sollicitent contribuent dans le panier largement subventionné par l'État. Bonjour les démineurs, il faut dire que ce sont des interventions défaitistes comme celle de M. Basson qui détruisent la mobilisation du don de sang au Cameroun. En Europe, boit-on du sang? Pourquoi la collecte du sang progresse-t-elle là-bas? M. Basson, attention, c'est Disake de Douala qui nous écrit. Vous pouvez ajouter un petit mot sur la situation parce que nous voulons des poches de sang partout. On a parlé de 400 000 pour cette année seulement 2023. En 30 secondes. Pourquoi j'ai dénoncé les buveurs de sang? Parce que le sang, c'est la vie. C'est pour cela. Donc, pour moi, c'est bien de transmettre la vie. Il faut savoir que le sang
regorge un certain nombre d'identités de la personne qui donne. L'homme, c'est une triptyque, corps, âme et esprit. Et le sang transporte tous ces éléments-là. Alors, quand on décide de donner du sang, il y a un certain nombre de choses. Merci. Le sang est un élément qu'on utilise pour faire des alliances. C'est Ça, par le sang que le Christ a sauvé l'humanité, c'est-à-dire qu'on a lavé les péchés. Et le sang est un élément très important, c'est la vie. Et la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas consommer le sang, on ne doit pas consommer la viande et la vie. Donc faisant référence au sang. C'est pour cela que je dénonce. Merci. En disant donc justement ici que Merci. appelons les gens à donner Voilà. du sang parce que c'est important, ça sauve des vies. Merci. Mais éduquons les masses, c'est le plus important également. Je pense que c'est la chute là qui m'intéresse et que c'est celle-là que je retiens pour dire merci à Bernardo Basson ce matin d'avoir été des nôtres. Merci également à Blériot Niemek pour la présence. Bien de choses à vous, très cher Ghislain Niemek également. Merci d'avoir effectué le déplacement depuis la région la plus au sud du Cameroun pour venir participer à cette émission. Merci de m'avoir invité. Et nous restons disponibles. Au Centre national a des représentants dans tout le pays. Merci. Et à chaque fois que vous allez solliciter quelqu'un pour des questions, ils seront disponibles. Merci à vous, Patrice Siméon Mvomo, d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous sais très occupé et vous pouvez maintenant rentrer dans votre commune tranquillement, tout en espérant vous avoir dans les tout prochains jours. Chaque fois que l'invitation me sera donnée. À vous, mesdames et messieurs, merci pour la fidélité. Restez des nôtres. Le journal en boucle, c'est d'ici quelques 8 minutes. Mais après ce journal, ne bougez pas parce que les plus belles filles de l'Afrique subsaharienne arrivent sur ce plateau pour l'émission Les Amazones. Bonne journée à toutes et à tous. Je serai fier de vous retrouver lorsqu'il sera 10h en Galbidji, dans le Septentrion. C'est plus précisément à Garoua. Et ça, c'est pour demain. Bonjour.